NFT Business, c'est le podcast qui vous parle de tout l'écosystème Web3. Je suis Claudia Lema et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark. Aujourd'hui, nous recevons Étienne Vast, qui est cofondateur de Billy. Et Billy, c'est une solution de billetterie en NFT qui propose aux organisateurs d'événements de gérer leur billetterie effectivement grâce au NFT, grâce à cette technologie, et via votre marketplace. Et on va aborder ensemble l'histoire de cette industrie de la billetterie qui subit maintenant des problèmes et des solutions que le Web3 peut apporter, la blockchain, les NFT, etc. On va parler de tout ça avec Étienne. Exactement. Bonjour Étienne. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin. Merci d'être là. Merci de nous recevoir. Ouais. Alors justement, ça tombe bien parce que la billetterie, alors c'est une industrie qu'on ne connaît absolument pas. Alors bien sûr, on a entendu tous les problèmes qu'il y a eu dernièrement au Stade de France. Tout le monde en a entendu parler, mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et puis j'imagine que ça ne s'arrête pas à ça. Donc, merci de nous planter le décor. C'est super. Et ben ouais, merci. Si on peut commencer par la billetterie au Stade de France. En fait, ce qui s'est passé, c'est, il y a eu beaucoup d'interprétations différentes, mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a émis des billets sous forme papier à des supporters de Liverpool, et en fait, c'est ces billets papier qui ont causé un énorme désordre parce qu'ils ont pu être falsifiés. Quand tu dis on, c'est pas Billy, hein, c'est la billetterie classique, bien sûr. Et ça cristallise des gros problèmes de la billetterie, qui sont la fraude et le scalping. On en reviendra après, on développera ça un peu plus en détail. Mais oui, Billy, aujourd'hui, c'est une solution de billetterie où les tickets sont des NFT et qui vont permettre de résoudre des très gros problèmes de la billetterie. Ok, et donc tu peux nous parler des problèmes existants dans cette industrie ? La sécurité, j'imagine. C'est surtout l'histoire du papier, tu as raison, parce que tu dis c'est du côté anglais, parce qu'effectivement du côté français, les billets c'était des QR codes. Et d'ailleurs je me souviens, à l'époque les supporters disaient mais moi j'ai mon QR code donc faut me laisser passer. Mais en fait il y a eu un mix entre les problèmes du papier, du QR code. En fait tout ça n'était pas harmonisé. Homogénéisé. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. On avait des émissions et des sources de tickets qui étaient différentes et qui ont causé un gros désordre. En fait la sécurité dans la billetterie, elle vient surtout du fait que en quelques années, on est devenu sur du quasiment full digital. Aujourd'hui, près de 85% des billets émis, toutes catégories différentes, le sont sous forme digitale. Et donc, on est ni plus ni moins avec un QR code qui est imprimé sur un PDF qu'on reçoit par mail et qui est hyper facilement duplicable, falsifiable et qu'on peut émettre des dizaines de fois en fait. On y reviendra sur notre histoire personnelle avec Robin, le cofondateur de Billy. Ça a été ce qui nous a décidé à se lancer et à créer cette idée. Un élément déclencheur. Ouais, exactement. Et donc oui, avec 85% des billets qui sont digitaux, on a perdu en fait un caractère un peu unique en fait sur les billets. Et puis, je vais vous raconter tout ça par la suite. Mais alors que le rendre digital, enfin le digitaliser, l'objectif c'est de le rendre unique. Et donc là, tu nous dis qu'en fait, en le digitalisant, on a perdu l'unicité. En fait, on a perdu, quand les billets étaient juste du papier avant, en fait, un billet égale une entrée. Et puis, il n'y avait pas moyen de le photocopier, de l'imprimer une deuxième fois, ou alors il fallait vraiment s'armer de... Ah oui, et je me souviens, tu as raison, les billets étaient même, en termes du papier, c'était un papier très spécial, un peu comme un billet de banque qui avait presque exactement, avec un petit filigrane. On les collectionnait d'ailleurs, parce qu'ils étaient uniques. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis en fait, là, avec l'ère digitale, on s'est retrouvé avec des QR codes en fait, qui sont ni plus ni moins qu'un PDF, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on se retrouve avec des situations où les gens vendent ces billets plusieurs fois en fait. Et donc, on n'a pas une marque d'authentification en fait assez forte pour garantir leur unicité. Okay. C'est là où les NFT vont complètement changer. D'accord. Donc, il y a une escroquerie à la base. C'est-à-dire que le vendeur revend plusieurs fois le même QR code en copier-coller, tout simplement. Alors, ça va plutôt être côté client, en fait, que ce phénomène va apparaître, c'est que des gens mal intentionnés vont acheter un billet, puis sur des plateformes de revente, des plateformes secondaires, revendent ces billets des dizaines de fois, en fait. Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, j'achète un billet
pour un concert Orelsan. Je reçois un mail avec mon ticket, avec le QR code, et puis je mets sur mes réseaux sociaux qui veut acheter un billet de concert pour Orelsan. Et en fait, mon PDF que j'ai reçu par mail, je le vends à 5 personnes et j'envoie mon mail à 5 personnes. Exactement. Et en fait, il y a la première personne qui se sera procuré ce billet, qui va le scanner, va rentrer dans l'événement. Mais les 10, 20 autres derrière ne rentreront jamais parce que le billet a déjà été scanné. Ah ouais. Ok, oui, donc ça c'est une escroquerie, on est d'accord, parce qu'il y a aussi des revendeurs légaux, enfin officiels, c'est-à-dire qu'ils achètent 5 places, ils revendent 5 places, point, avec une marge, quoi. Exactement, oui, exactement. Donc ça, à la limite, mais le problème n'est pas là. C'est pas encadré, mais c'est pas le problème. Oui, t'as raison. Là, au moins, ce sont des vraies places. Ouais. Exactement. Et tu nous expliquais en off que c'était parfois même acheté de façon automatique, systématique par des robots. Tu peux expliquer ça ? Alors en fait, ça c'est ce qu'on appelle le scalping. Donc ça va se retrouver sur tous les gros événements. On se parle de très grosses stars dans des stades, des événements qui vont être très facilement sold out. En fait, c'est surtout au UK qu'on observe ça. On a carrément des bots en fait qui vont acheter 2000, 3000 places sur les 30 000 à disposition. Et une fois que l'événement est sold out, les revendre 2, 3, 4 fois le prix, sans que l'organisateur de l'événement ou l'artiste ne touche aucun centime sur cette spéculation. En fait. Mais ils vendent chaque billet plusieurs fois ou ils le vendent juste plus cher ? Alors ça peut être juste plus cher, ouais. En fait, il y a la fraude d'un côté et le scalping de l'autre. Parfois, on observe les deux en même temps. On a des faux tickets qui sont vendus 2 fois le prix du ticket original. Et 5 fois, 5 fois 2 fois le prix. Exactement, ouais. Ah oui. Énorme, donc c'est un gros business en fait. C'est une véritable mafia en fait qui s'organise autour de ça. Ouais, en fait c'est un système, des failles de sécurité qui rendent ça possible en fait. Et c'est pour ça que la blockchain aujourd'hui a un intérêt majeur dans tout ça, quoi. Et encore ce matin, on a une annonce qui disait que pour les JO 2024, on allait passer sur une billetterie complètement blockchain parce qu'ils veulent pas se retrouver avec des problèmes. Ces grosses douleurs qu'on a vécues à la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Mais en fait, moi je découvre ça, c'est incroyable ce que tu dis. Ce qui veut dire que, ok, Stade de France, le monde entier en a entendu parler, mais ce que tu dis, c'est que chaque semaine, il y a des scandales de billetterie en UK ou ailleurs, dont on n'entend jamais parler parce que il faudrait que des journaux entiers soient dédiés à ça, quoi, tu veux dire parce que... Ouais, bien sûr. Alors après c'est minime sur quand même la totalité des événements en France, par exemple. On est à peine sur du 2% qui vont être sold out, donc c'est forcément... c'est pas un phénomène qui s'observe tout le temps parce qu'il faut que par nature l'événement soit complet. Mais en fait, cette vue de l'esprit, elle se révèle de manière énorme quand on est sur des gros concerts. Donc on parlait d'Orelsan tout à l'heure, mais en fait c'est finalement ces concerts-là qui vont accaparer toute l'attention. Ouais. Et puis c'est des phénomènes qui se multiplient, qui s'intensifient un peu avec le temps. Parce que tu disais au UK, mais en Belgique, quand il y a un concert ou d'Orelsan ou de Stromae, je peux dire que c'est coupe les boulettes, mais tout de suite, quoi. Moi je vais acheter 15 billets la prochaine fois. Et il y a beaucoup de festivals en Belgique qui sont, tout le festival est sold out aussi, ne serait que Tomorrowland, Exactement. Et d'ailleurs, cet été, j'ai pensé à vous, parce qu'on avait booké notre rendez-vous, et entre-temps, j'ai fait un festival, j'ai oublié le nom, c'était top, j'étais voir Orelsan et Stromae, justement, et c'était un bracelet sur lequel il y avait un QR code. Et je me suis dit, waouh, en fait, moi, c'était le premier concert que je faisais post-Covid. Et donc, en arrivant sur le terrain, j'ai eu une petite angoisse en me disant, la sécurité et tout. Et donc, je suis rentrée avec mon bracelet. Et en fait, zéro sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un QR code sur un petit bracelet. J'aurais pu prendre le bracelet de ma copine, ressortir et faire rentrer 10 personnes. Personne ne voyait. En fait, et je me suis dit, et j'ai pensé à vous, je me suis dit, mais c'est quoi la différence avec vous, en fait ? Et je me suis dit, ça, c'est une question que je vais poser. La différence majeure en fait avec nous, c'est que le ticket chez nous est un NFT et en fait à partir de ce NFT, notre application va générer un QR code qui va vous permettre d'accéder à différentes choses au cœur d'un festival, d'un événement pro, d'un concert. Là où en fait, si vous n'avez qu'un QR code fixe dès le départ, la faille est rendue possible par ça en fait. Ok, mais donc ça veut dire que le NFT, donc je commande un ticket de concert. C'est un NFT, je le reçois dans mon wallet. Ouais, exactement, ouais. Ah, ok, donc j'ai besoin d'un wallet. Alors ça, on va peut-être le développer un peu par la suite, mais chez Billy, en fait, l'objectif majeur, et on s'est lancé en janvier, pendant les 4 premiers mois, l'objectif a été de développer une solution qui serait jamais plus compliquée que celle actuelle. Et donc chez Billy, si vous n'avez pas de wallet, il n'y a aucun problème, nous on vous en génère un automatiquement. En quelques secondes à partir de votre adresse email. Et c'est le wallet qui est sur la blockchain. Exactement, ouais. Exactement. Ok, donc c'est wallet instantané. Ok. Mais donc, qu'est-ce qui le rend du coup
bon, je reprends mon cas. Donc, je vais voir mon concert au festival. Je montre donc mon wallet, c'est ça? Donc ça se montre via le smartphone, tout simplement. Exactement. En fait, on a une application qui va arriver sur Android et Apple dans quelques semaines. Et en fait, cette application, vous allez vous y connecter via votre wallet. Et en fait, sur l'application, vous retrouvez tous vos billets NFT. Et puis, sur le billet NFT de votre choix, vous pouvez générer un QR code. Et on travaille aussi actuellement à une solution qui permettra de faire des QR codes rotatifs. Et donc, qui changent toutes les 5 secondes et qui seront encore plus sécurisés. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, du coup, quand on est full mobile, on affiche le QR code via l'application, mais on peut pas le sortir de l'application. En fait, on peut pas le screenshotter. Le screenshot est impossible. Ah ouais. Et donc finalement, en fait, ça, vous ne pourrez jamais l'échanger, le revendre à quelqu'un. Donc c'est ce qui vient apporter une brique de sécurité supplémentaire qui manquait gravement avant, en fait. Ok, mais si je rentre avec une copine, on a toutes les deux en wallet, je rentre, je ressors avec son téléphone dans la poche. Et je fais rentrer une deuxième copine. Alors une fois que le ticket a été scanné, par contre, il ne pourra pas être scanné une seconde fois. Donc, ok, donc c'est le principe de tu rentres, tu ressors pas. Ouais, exactement, ouais. Okay. Après, tout va dépendre des règles de l'organisateur, mais ce qui se passe souvent au festival, en fait, c'est qu'une fois qu'on a scanné son QR code et que le ticket a bien été authentifié, on nous distribue un bracelet, et c'est ce bracelet qui fera foi ensuite pour les allées et venues. Ah voilà, bon bah là j'ai pu rentrer sur. Alors il y a une technologie dont tu viens de parler, dont j'avais lu quelque chose, c'est effectivement ce QR code à la volée qui se régénère toutes les secondes ou toutes les 5 secondes, bref. Donc dès qu'il est scanné, il est jeté en fait, il est inutilisable. Et pourtant, il est grillé et pourtant, il repose sur toujours le même NFT. Exactement, ouais. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire qu'on peut garder ce NFT à vie, puisqu'il y a maintenant des festivals, on en reparlera, qui proposent des accès à vie. Même l'Olympia a fait ça, je crois, ou le festival Coachella en Californie. Donc tu peux garder ton NFT à vie, mais le QR code qui est généré change toutes les secondes, ce qui veut dire qu'il est exclu de pouvoir le revendre, le copier, etc. Enfin, c'est dingue, quoi. Exactement. En fait, c'est ce NFT qui va nous permettre de générer un QR code, mais le QR code en soi ne va pas nous permettre grand chose, en fait. Ouais, il faut absolument le NFT sur son wallet pour pouvoir entrer dans l'événement. Okay. Alors, et tu parles de wallet, parce que moi je crois que ça c'est l'avenir, c'est que le wallet en fait il est transparent pour les gens parce que c'est sur le smartphone. On download l'application, en l'occurrence Billy. Et on ne sait même pas qu'il est sur la blockchain. Est-ce que les gens ont besoin de savoir que c'est un wallet, qu'il y a un NFT, que c'est de la blockchain? En fait, les gens n'ont même pas besoin de savoir. Alors là-dessus, il y a deux approches. Il y a l'approche qui veut qu'on éduque un peu les gens au Web3 et qu'on leur vulgarise en fait tout ça, qu'on leur explique, en tout cas qu'ils puissent aller chercher cette information et qu'ils comprennent bien ce qui se passe sous le capot de Billy. Nous, on a plutôt et l'autre choix qui serait de complètement leur masquer et de pas leur parler de toutes ces complexités techniques. Nous, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, si ma maman demain va acheter un ticket, je pense qu'elle aura pas forcément besoin de comprendre que c'est de la blockchain, elle aura payé en euros, elle se sera loguée avec un email de manière très classique. Mais pour l'utilisateur qui est un peu plus curieux et qui souhaite davantage en apprendre sur les NFT, la blockchain, tout ça, on a une FAQ qui est très bien faite et qui permet de se laisser guider un peu dans ce nouveau monde qui est le Web3. Ouais. J'ai une question. Donc, votre solution, qui sont vos clients? Les festivals, le Stade de France. Donc, en fait, c'est quand j'achète mon billet, j'achète pas mon billet sur Billy. J'achète mon billet sur stadedefrance.com. Alors, il y a deux choses possibles. En fait, nous, on va dire qu'il y a deux catégories de clients B2B chez nous. Il va y avoir les très gros organisateurs qui vont, comme on se disait, le Stade de France, tout ça, pour qui la distribution des billets se fait directement sur leur plateforme, en fait. Donc pour eux, on développe un widget en fait qui va leur permettre d'intégrer leur billetterie sur leur site en marque blanche, sans avoir à venir sur la marketplace Billy. Par contre, pour tous les plus petits organisateurs, donc ça va être un concert. Notre premier événement, c'était un concert à Orléans pour 500 personnes, un concert rap. Là, on a distribué les billets directement sur la marketplace Billy parce que l'organisateur n'était pas une marque en soi et n'avait pas forcément une visibilité suffisante pour les vendre en direct sur son site. Ok, donc il y a un double usage là, c'est-à-dire que si demain je me dis je me taperais bien un concert, mais je sais pas quoi faire, je vais sur la marketplace Billy, je regarde ce qu'il y a comme concert. Exactement, à terme en fait, nous on espère lister un grand nombre d'événements et puis on aura un système de recommandation qui permet en fonction des NFT qu'on possède sur son wallet, de ses différents goûts, de nous recommander des événements
à venir autour de chez nous. C'est top, hein. Vous deviendrez le OpenSea des événements, des concerts, parce que c'est ce qui se passe sur OpenSea. Et quand on est une petite marque ou quand on est un particulier, on va sur OpenSea, c'est la plus grosse marketplace. Et sinon, quand on est une grande marque, on fait soi-même sa marketplace. Exactement, c'est exactement ce principe qu'on développe. Et alors, c'est fascinant, je trouve. Donc, ma question c'est, demain, vous avez une stratégie de développement. Vous allez voir qui sont vos clients. Vous allez sonner au Stade de France. Salut. Alors nous en fait on a plusieurs segments dont on souhaite s'approprier, on a compris. Plusieurs segments sur lesquels on souhaite aller. On a choisi la musique en principal focus parce que pour nous en fait c'est un secteur qui est ultra populaire en fait. La culture c'est quelque chose qui rayonne, et donc on se dit que quand on se parlait tout à l'heure de petite éducation à faire par les gens, on trouve que la musique c'est un vecteur formidable parce que ça va nous permettre de proposer des événements qui sont regardés par beaucoup de gens, donc ça va être très intéressant. Donc c'est un peu ce qui a été un peu aussi notre focus pendant 4 mois, c'est de trouver des advisors qui vont nous permettre de nous ouvrir les portes de la musique. Et donc sur la musique, quand on fait un peu le tri dans les maisons de disques, les labels, les managers, tout ça, ce qui ressort le plus et ce qui est le plus évident pour nous, c'est les tourneurs. Donc les tourneurs, ça va être la profession en fait qui va s'occuper de faire voyager les artistes pendant 10 festivals l'été, puis 40 dates pour leur tournée en France ou en Europe ou dans le monde. Et donc c'est ces tourneurs qui sont pour nous un peu le nerf de la guerre, qu'on a tous rencontrés grâce à nos advisors et avec qui on entame les discussions dès septembre pour s'occuper de certains de leurs artistes. Les tourneurs, on a une amie en Belgique, Claire Laffu, une chanteuse, qui nous parlait justement des métiers qui tournent autour d'elle et qui font que tu réussis une carrière ou pas. Et elle nous parlait de le pion central, c'est le tourneur. Exactement. C'est la première fois métier méconnu du grand public, ça. Mais c'est lui qui a le réseau, en fait. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le live. Ouais, exactement. Intéressant. Mais en off, tu nous parlais du point de bascule, un élément qui a fait que vous avez mis sur pied Billy. C'était quoi l'élément déclencheur ? Exactement. Alors en fait, pour bien comprendre ce point de bascule, il faut revenir un peu à la rencontre avec Robin, mon associé. Donc pour dire juste en quelques mots un peu ce dont on s'occupe chez Billy, moi j'ai un background dans la publicité où j'ai été créatif pendant 7 ans en agence. J'ai fait mes études à Tournai d'ailleurs en Belgique, à Saint-Luc. Quand Robin, lui, était en études d'ingénieur, il a un parcours de data scientist, il est sorti de Télécom Paris. Et en fait, nous, on s'est rencontrés tous les deux il y a 8 ans à Lille, lorsqu'on habitait là-bas tous les deux, et on s'est rencontrés à la fin d'un festival. C'est comme ça qu'on est tombés l'un sur l'autre, et puis en fait, en 8 ans, on a eu le temps d'en faire beaucoup d'autres, jusqu'à ce fameux festival à Amsterdam, le Deckmantel. J'y suis allé à Deckmantel il y a 6-7 ans, ouais. Génial. Festival électro. Exactement. Où il y a beaucoup de scènes différentes. D'ailleurs, il y a du pointu, l'électro plus smooth. Enfin, il y a plein de choses. C'est génial. En plein air, Deckmantel. Bon, on y était cette année encore. C'était très bien. Okay. Et puis, alors c'était en 2017. On y va à 4 amis. Et puis, en fait, un ami et moi achetons nos places un peu en temps et en heure. Donc, on se retrouve sans problème, sans difficulté. 2 autres de nos amis se sont dirigés vers TicketSwap. Donc, il y a un site qui permet de faire de la revente de billets quand l'événement est sold out. Donc, le Deckmantel avait confié la revente de ses billets à TicketSwap. Et sur TicketSwap, à l'époque, il n'y avait pas d'option pour encadrer les prix, en fait. Si le vendeur vendait à 300 € alors que le billet était à 150 € de base et qu'il y a un acheteur, la transaction se faisait. Donc, un de nos amis a acheté un billet 2 fois le prix parce que c'était sold out, il n'avait pas le choix. Et un autre ami a acheté sa place au bon prix, en fait, mais quand on est arrivé aux portes de l'événement, en fait, au moment de scanner son billet, la personne qui a scanné son billet lui a dit qu'il avait été scanné 30 minutes auparavant et que donc il était impossible pour lui de rentrer. Et puis donc il s'est dirigé vers un espèce de petit bureau où on l'a emmené pour lui montrer les places qui étaient en vente, et la personne du Deckmantel lui disait sur TicketSwap, les 30 premiers sont des faux tickets, donc ne les achète pas, prends plutôt celui-ci. Et là, en fait, avec Robin, on était médusés, quoi. On s'est dit mais comment c'est possible qu'on ait une faille aussi importante, en fait. Et puis en fait ça profite à personne, hein. Donc l'organisateur, comme on le disait, va prendre aucune partie de cette plus-value qui a été faite sur lui. Les
les artistes sont plutôt à se battre au centime près pour avoir des places de concert les moins chères possibles, et ben là ça volait en éclats. Et puis la frustration du fan qui arrive aux portes de l'événement et qui soit refusé l'entrée. Donc c'est un peu sur ce terreau-là qu'on a commencé à réfléchir. Et puis après, le gros point tournant, ça a été, Robin s'intéressait à la blockchain déjà depuis quelques années. Moi, j'ai découvert un peu tout ça en juin dernier, donc c'est hyper récent. Ça fait un petit peu plus d'un an. Et puis en fait, le boom des NFT, tout ça, ça a fait une explosion de cerveau chez nous. Et puis en fait, par rapport à ces expériences personnelles, on s'est dit que l'application des NFT dans le monde du ticketing était complètement évidente. Et puis alors voilà, c'est ça, c'est résoudre ces problèmes de sécurité, de scalping, comme on se le disait, parce que sur Billy, en fait, c'est les smart contracts qui vont être liés aux NFT qui vont permettre de régir le marché secondaire. Donc si l'organisateur décide que sa place ne doit jamais se vendre à plus de 10% de son prix d'origine, elle peut le bloquer. Donc ça, c'est complètement nouveau. Et puis surtout, les organisateurs vont toucher des royalties sur chaque revente, en fait. Donc, et puis ça, je le développerai peut-être un peu plus après, mais en fait l'ambition de Billy, au-delà de la sécurité, du contrôle du marché, ça va être surtout de rendre la billetterie un peu plus fun, un peu moins complexée, avec des features qui vont permettre de gamifier l'achat des tickets. Et puis surtout de redonner vie au ticket après l'événement, en fait. Alors voilà, n'allons pas trop vite, parce que là tu as sorti 3 concepts qui sont pour moi fondamentaux dans le Web3. Prenons le premier concept des royalties. Il y a effectivement un festival dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Coachella, qui est un festival de musique en Californie, qui a émis il y a 6 mois plusieurs NFT avec un accès à vie au festival Coachella, qui existe depuis 20 ans, mais donc qui logiquement existera encore pendant très longtemps. Et donc ils s'aperçoivent que ce billet est revendu. Parce que c'est un peu la logique aussi, on achète un billet à vie, on y va 1 an ou 2, puis après on passe à autre chose, on a envie de le revendre. Eh bien le festival touche des royalties à chaque revente de ces tickets. Donc en fait on se dit Coachella au début perd de l'argent puisqu'ils offrent un accès à vie pour le prix d'un billet classique, mais en fait ils touchent derrière des royalties, donc finalement il y a un modèle économique qui se crée. Et puis il y a une deuxième chose très importante, tu disais, l'éducation. Des gens qui, comme moi, ont un wallet MetaMask depuis longtemps. Évidemment que moi, si j'achète mon billet chez Billy, je vais tout de suite le connecter à mon MetaMask. Et moi, je serais fier de revoir tout le temps sur mon MetaMask, ce concert, je me souviens, bel événement, nanana. Et en fait, je garde une trace via le NFT. Alors pour peu que le NFT soit en plus accolé à une belle image, un beau graphisme, à ce moment-là, on retrouve l'idée de collectionner son ticket. Quand j'étais allé voir Elton John, je me souviens, il y avait un beau ticket papier brillant, il y avait l'artiste en photo, etc. On retrouve un peu ça. Complètement. En fait, avec Robin, on a, sans se concerter, on s'est, en brainstormant au début, sur les bases de l'idée, on s'est rappelé de cette boîte qu'on a chez nos parents, qui renferme un peu nos tickets papier de l'époque. Pour Robin, c'était plutôt des tickets du PSG, de jolis matchs de Ligue des Champions ou des choses comme ça. Moi, j'avais des tickets de concert un peu divers. Mais du coup, d'avoir cette petite boîte avec ce billet papier, c'était directement un plongeon dans ses souvenirs qui était très agréable. Quand on se dit que 85% des billets sont devenus digitaux, en fait, on a complètement perdu cet aspect de la collection et du rapport émotionnel au ticket, qui est quand même notre premier rapport à un événement. En fait. Et c'est une partie du souvenir qui n'est plus là, parce que c'est vrai que quand tu replonges dans ta boîte, ça ravive des souvenirs. Exactement, ouais. Et là, le fait que les tickets soient des NFT et qu'ils soient disponibles sous forme d'une petite galerie, c'est génial. On va retrouver un peu cette nostalgie perdue de la collection. C'est là qu'intervient tes compétences d'artiste. Exactement, en fait, de créatif plutôt. Exactement, notre réunion avec Robin sur ce projet, c'est avant tout mélanger la tech et la créativité, en fait, qui vont être une brique fondamentale de Billy. Donc on se disait que les billets étaient devenus un peu des QR codes ou des codes barres sur un A4 qu'on reçoit par PDF. Nous, ce qu'on propose aux organisateurs, c'est on leur propose en fait carrément un nouveau support de créativité. Et puis un NFT, ça peut être du son, ça peut être un GIF, ça peut être une vidéo, ça peut être plein de choses. Ah bah oui, ça peut être un MP3, oui, tout exactement, à fait. Ouais. Exactement. Et donc en fait, nous, ce qu'on propose aux orgas, c'est de les accompagner s'ils n'ont pas les compétences en interne. Donc on peut leur présenter des artistes qui vont créer des super billets pour eux, ou alors en fait on se rend compte aussi en travaillant avec des gros artistes que
ils ont une identité visuelle qui est déjà très développée et qui sont très frustrés en fait de pas pouvoir l'appliquer à leur billet, alors que là ça va être complètement possible. On va pouvoir dérouler un tout nouveau monde. Et pour nos auditeurs, j'explique, nous sommes dans un incubateur, on peut dire ça comme ça, qui s'appelle un incubateur Web3 qui s'appelle Pirates, donc qui incube des projets Web3 en général. Et nous, on est en contact avec un des projets incubés qui s'appelle Lézard, qui est un studio qui permet de passer du physique au digital. Donc, si vous avez une œuvre digitale, eh bien, par l'impression 3D, on peut lui donner une seconde vie en physique et vice-versa. Et donc, on pourrait même imaginer une collaboration entre Billy et Lézard où le ticket est une œuvre d'art qu'on peut réaliser en 3D avec les arts. Bien sûr. Alors, par exemple, là où c'est très pertinent pour nous, c'est par exemple quand on discute avec des galeries, en fait, on discute avec une galerie à Brooklyn en ce moment, qui souhaiterait faire événementialiser un peu ces vernissages, et donc pour eux on émettrait des billets qui seraient en fait une des œuvres présentées pendant le vernissage. Oui, complètement, en fait c'est logique en fait que le support reflète ce qu'on va découvrir pendant un événement, et donc c'est génial que ce souvenir soit empreint de tout ça. Et... Voilà. Ce serait un billet gratuit, j'imagine, parce que la galerie cherche pas forcément à financiariser ça, mais même un billet gratuit, d'abord ça permet de faire une sorte de whitelist, un peu de voir les gens les plus motivés. Exactement, oui. Aussi, d'engager la communauté. Oui, exactement. Ouais, on garde un souvenir. Et puis, n'oublions pas aussi l'aspect communautaire du wallet, où sur OpenSea, tout le monde peut aller voir mon wallet, ou le tien, ou celui de Claudia, et voir, ah, mais tiens, Benjamin ou Claudia, ils sont allés à tel concert, ah, je savais pas, mais moi aussi, j'adore cet artiste. Et en fait, on se connecte aussi aux gens comme ça. Ouais, exactement. Mais donc, vous faites des collabs avec des artistes aussi, du coup, pour proposer... Ouais, alors pour nos premiers clients, alors moi, en ayant bossé 7 ans avant dans la pub, j'ai un carnet de freelance et d'artistes assez conséquent, et puis là on sort du monde commissionné de la publicité, donc on s'éclate un peu plus, c'est assez chouette. Et donc ce qu'on propose à nos premiers clients, ça va être de bosser, de les connecter avec un artiste qui reflète bien leur univers pour leur faciliter un peu la créa. Après, à terme, l'ambition de Billy, c'est quand même d'être une plateforme self-service où on aura un back-office qui permet à l'organisateur de créer, gérer, monitorer son événement lui-même, mais c'est important pour nous au début de leur montrer qu'il y a beaucoup de possibilités et de montrer un peu l'étendue des possibles. Le champ des possibles, ouais. Et j'ai une question. Donc vous êtes concentré sur la musique, donc sur le business de la musique, la billetterie dans la musique. Mais quels sont les autres secteurs qui nécessitent des billets? J'imagine les musées. Les musées, un deuxième secteur qui nous intéresse beaucoup, ça va être tout ce qui est événementiel pro. Par exemple, tous les salons type NFT Biarritz la semaine prochaine, dans quelques jours. Vous faites la billetterie sur... Alors, on la fait pas encore pour eux, mais on est en discussion avec beaucoup d'événements Web3, blockchain, tout ça. En fait, c'est parce que ça a beaucoup de sens pour eux de proposer une billetterie qui est... carrément, oui. Mais les salons pro, en fait, c'est des centaines et des centaines de thématiques différentes dans plein de villes françaises. Le salon de l'alimentation, quoi. Exactement. Il y a plein de choses possibles. Et puis le salon pro pourrait proposer pour chaque entrée un discount sur tel stand, etc. Ça peut aller loin en termes de marketing. Hein. Et puis j'imagine les musées. Mais alors, je te posais la question, mais j'ai une sous-question en tête que j'avais un peu de mal à sortir. Mais en fait, là, je la formalise. Je me dis que tu sais, quand tu achètes un billet de loto, c'est un billet. Ça pourrait s'appliquer à ça? Alors c'est pas un billet dans le sens où ça donne ça donne accès à quelque chose, donc pas forcément. Je pense que c'est déjà digital en plus. Je crois que la FDJ a déjà digitalisé et c'est très réglementé surtout. Mais au-delà des événements pro, il y a aussi tout le monde du sport en fait qui va être hyper intéressant pour nous. Bon, alors sur le monde du sport, nous on est une petite start-up très jeune. La problématique à laquelle on va faire face assez rapidement, c'est que c'est souvent du placement en fait. C'est pas une fosse comme dans une salle de concert. Et donc il faut se connecter forcément à l'infrastructure du stade. Dis que si je veux voir un match de foot, j'ai une place. En fait, quand on va voir un match de foot, on va sélectionner une catégorie de tribunes et puis après une rangée, un siège précis en fait. Et donc s'il y a plusieurs billetteries qui vendent ces places, il faut être capable de s'interfacer directement avec les stocks pour ne pas vendre des billets en double, etc. Donc pour nous, techniquement, c'est une complexité qui est un peu conséquente à nos débuts. Et donc la musique est un choix évident parce qu'on va aller vers du non placé et pouvoir beaucoup plus facilement démarrer en fait.
Ok. Alors c'est un outil marketing, j'aimerais revenir sur cet outil marketing incroyable qu'est le NFT. Nous, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle NFT Business, et c'est quelque chose dont on parle tout le temps en disant les NFT, ça va tellement bien au-delà des collectibles. Et là, on rentre dans le cœur du sujet avec toi, avec la billetterie. Par exemple, on parlait de musique. Reprenons alors ce qu'a fait le rappeur américain Nas, N-A-S. Il a émis son nouvel album en NFT, et il a dit à chaque personne qui possède une chanson en NFT percevra la moitié de mes royalties qui proviennent des plateformes type Spotify ou autres, quoi. Donc le client est complètement, enfin le fan est complètement intégré au modèle économique de l'artiste, ce qui est complètement dingue, quoi. Et donc tu parlais de royalties, donc effectivement maintenant il y a des organisateurs de concerts ou des chanteurs, des artistes qui voudraient aussi proposer des royalties. C'est quoi? C'est pas pour se faire plus d'argent, c'est pour au contraire soit émettre un billet quasi gratuit mais qui à la revente génère des revenus, donc à ce moment-là l'artiste y gagne à la fin, ou par exemple aussi offrir des expériences. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un outil marketing puissant là-bas derrière qui est bien au-delà de la billetterie. En fait, le billet peut s'avérer être une ouverture, un sésame vers de l'expérience nouvelle. Exactement. En fait, nous, quand tout à l'heure on se parlait de donner une seconde vie au billet, en fait, tout l'intérêt là-dessus, c'est de proposer donc aux créateurs, aux artistes, aux organisateurs, de venir lier du contenu après l'événement au billet pour lui redonner une nouvelle valeur, en fait. Donc, en fonction de ce qui va être lié au billet, ce billet il va reprendre de la valeur, en fait, et donc il gagne à être échangé. Et puis c'est un peu ça l'enjeu pour les artistes, ça va être de nourrir ces billets régulièrement avec des avantages, des accès à des choses un peu privées, du contenu audio, vidéo. Dans la musique, ce qui marche très bien, c'est à partir du NFT de pouvoir préécouter un album 2 semaines avant sa sortie, par exemple. Et donc dans ces moments-là, en fait, finalement, on peut, grâce au NFT, consommer un contenu et puis juste après revendre ce NFT, et puis là l'artiste évidemment va toucher des royalties à chaque fois. En tout cas, pour les marketeurs qui nous écoutent, c'est quand même intéressant de se dire qu'en fait, le NFT, c'est... Ok, là, ça amène de la transparence, de la sécurité, de l'organisation, etc. Mais après ça, une fois qu'on a rempli cet objectif-là, que le client a vu son concert ou vu son expo, c'est le meilleur canal pour rester en contact direct avec son client, le fidéliser, l'engager, lui envoyer, je sais pas, lui poser des questions, lui demander de co-créer la suite. Et ça, souvent, les marketeurs oublient. Le NFT peut servir à ça. Le NFT, c'est le vecteur le plus fiable, en fait, pour rester en contact avec son audience. Nous, c'est toute la proposition de Billy. Ça va être à partir des billets qu'un organisateur aura émis, de venir créer, agréger et animer une communauté en les récompensant avec diverses choses. Mais oui, complètement, en fait. Tout commence avec un billet, en fait, donc c'est cette clé d'entrée qu'il faut pas perdre par la suite, en fait. C'est ce qui va nous garder en contact direct avec le détenteur et qui va nous permettre de lui proposer plein de choses intéressantes. J'ai une question. La data qui est collectée, elle tombe dans l'escarcelle de qui? De la vôtre? Alors la data, c'est un gros sujet qu'on doit attaquer bientôt, qui n'était pas forcément sur le début de la roadmap. Ce qui change déjà avec la blockchain, c'est que en fait sur les gros événements, il y a jusqu'à 25% des billets émis sur le marché primaire qui vont se retrouver sur le marché secondaire. Et donc si c'est Michel qui a acheté le billet et qui l'a revendu à Dominique, on ne sait plus qui est Dominique et on n'a plus du tout accès à cette personne. Là, ce qui va complètement changer, c'est qu'on va pouvoir parler directement aux wallets, en fait, qui détiennent les tickets. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Maintenant, on peut interagir avec 100% de son audience. On n'a plus de perte d'informations. Et puis après, la blockchain, c'est un registre ouvert. Donc on va pouvoir venir le consulter librement. Tu as des statistiques officielles, c'est ça, qui disent qu'en moyenne, sur un gros événement qui fait sold out, par exemple, il y a X% des billets qui sont systématiquement en fait revendus par C'est ça, ouais. En moyenne, c'est 25% des billets. 25%. Ça peut monter jusqu'à quand même beaucoup. Plus. Ouais. Ça veut dire qu'un tiers des gens qui achètent un événement n'iront pas, en fait. Attends, pourquoi un tiers? 30, tu dis 30%. Jusqu'à 25, ouais. Jusqu'à 25%. En fait, il y a des gens qui
par peur de manquer l'événement vont réserver leurs billets bien en amont et puis en fait finalement s'apercevoir qu'ils sont pas disponibles, le revendre. Et donc ça peut représenter jusqu'à 25% des achats. Et donc l'idée du NFT, évidemment, c'est de tracer celui qui est vraiment en possession du billet et qui ira vraiment à l'événement. Exactement. Et puis après, on a une feature assez sympa qui permet de changer le visuel du NFT une fois qu'il a été scanné. Donc on peut avoir un ticket en noir et blanc qui bouge pas beaucoup, et une fois qu'il a été scanné, il va venir en couleur se révéler. Exactement. Et puis ça, en fait, ça nous donne un peu la preuve de j'y étais, je suis ton vrai fan parce que Ouais, là on est dans la logique du POAP aussi, qu'on va recevoir d'ailleurs dans le podcast bientôt, mais c'est encore autre chose. Le POAP, c'est une proof of attendance, ça veut dire que c'est une fois que l'événement est passé, on reçoit un NFT qui dit qu'on était présent à l'événement. Bon, il y a des passerelles peut-être, mais... Oui, mais le POAP, je trouve que la différence, le POAP, c'est très culture Web3 et c'est très culture geek. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut avoir un wallet. Le grand public ne va jamais adopter le POAP. En revanche, la billetterie, aller voir un concert où tu sais même pas que c'est un wallet qui est sur la blockchain, mais ça t'apporte de la sécurité, de la transparence, c'est de l'adoption massive sans même expliquer ce que c'est. Exactement, ouais, complètement. Aujourd'hui, en fait, la stat sur Billy, c'est qu'on est capable d'acheter un NFT en 40 secondes et tout le monde peut le faire, en fait. Il n'y a plus aucune complexité. En carte de crédit, donc on l'achète en euros. On laisse le choix. On peut aussi l'acheter en crypto si on a de la crypto. Sur votre application. Exactement, oui. Ok, mais sur le stade de France.com, je peux pas. Alors ça, on n'a pas encore eu l'occasion de nouer ce genre de partenariat de grande ampleur, quoi. Mais l'objectif, c'est d'y arriver avec notre widget d'ici peu. C'est sur Ethereum, c'est ça? Donc alors, nous, on est sur Tezos, au début. Après, on n'est pas fermé à l'idée d'être cross-chain et d'aller voir un peu. On va voir un peu ce qui va se passer aussi avec The Merge bientôt. Ouais. Mais pour l'instant, on est sur Tezos parce que aussi Pirates Labs, le studio startup qui nous accueille, est très proche de Tezos. Et puis nous, ça nous a permis d'arriver sur le marché au bout de 4 mois, quoi. Parce qu'en termes de code, de smart contract, tout était déjà bien prêt pour nous. Mais ça, peut-être que ce serait intéressant que tu expliques justement pourquoi c'était plus facile sur Tezos et pourquoi. Parce que j'imagine que le choix, c'était pas seulement parce que vous êtes chez Pirates, c'est aussi parce que ça colle à vos valeurs. Exactement, ouais. Alors nous comme on bosse avec le monde de la culture tous les jours, avoir une blockchain qui est pas respectueuse dans l'environnement, c'était complètement exclu. Tezos, c'est aujourd'hui celle qui l'est le plus, donc c'est un argument forcément très intéressant pour nous. Et puis aussi les coûts de transaction, en fait, qui sont très faibles et donc qui permettent des échanges beaucoup plus simplement. Et puis comme je le disais juste avant, l'accès au savoir de Pirates Labs qui nous a confié ses meilleurs développeurs pour nous aider à accélérer et à aller très vite sur le marché. Ah, tu parlais des développeurs de Pirates Labs. Je pensais que tu parlais de Tezos qui vous avait aidé, facilité la tâche. Alors non, plutôt Pirates. Okay. Et Tezos, quand vous allez les trouver... on parle en ce moment. On se parle en ce moment. Ouais, ça doit être passionnant. C'est une blockchain qui existe depuis 2017 et qui s'est très tôt positionnée en très faible coût électrique, enfin très faible impact sur l'environnement. Et effectivement, même Ubisoft, il y a des grosses boîtes maintenant, il y a Dogami évidemment, mais il y a des grosses sociétés qui vont sur Tezos, la blockchain Tezos, pour justement ces avantages de coût et aussi de gas fee, donc de frais de réseau qui sont de l'ordre de moins d'1 centime, je crois, pour chaque transaction de NFT. Donc pour les artistes aussi, ça marche bien. Et Tezos, et puis après il y a maintenant Ethereum, t'as raison, on verra, parce qu'eux aussi passent en système technique, on rentre pas dans le détail, mais qui fait qu'ils utiliseront 10 000 fois moins d'électricité. Donc on va voir, c'est intéressant. Mais donc moi d'ailleurs je suis très fier sur Ethereum, j'avais acheté en février 21 les Kings of Leon, donc le premier album tokenisé par un groupe dans l'histoire des NFT. Donc mais il faut expliquer pour nos auditeurs. Je garde ce NFT précieusement, mais je pense que c'est aussi ça l'histoire. Par exemple, moi je suis complètement addict à ça, c'est-à-dire je suis fier d'avoir le premier NFT d'un groupe musical. Mais tu peux expliquer le concept pour nos auditeurs? Alors il y avait 5000 albums émis sur 5000 NFT, donc qui sont à chaque fois uniques, qui étaient un redeemable, donc on pouvait échanger son NFT contre un vrai disque physique qu'on recevait à la maison, qui était d'ailleurs tout doré, assez beau. Et puis il y avait 3 NFT assez chers parce que c'était un accès, je crois, pendant 2 ans ou 3 ans backstage. On rencontrait le groupe, on allait déjeuner avec eux, on était dans la limousine avec eux. Donc bon, le concept était génial. D'ailleurs, à l'époque, je pense qu'ils avaient déjà tout compris. Donc, complètement. Nous, c'est aussi ce qu'on va tenter de faire. Ce qu'on propose aux organisateurs. En fait, la première chose, c'est de leur proposer d'émettre des billets de niveau de rareté différents. Ouais, voilà. Donc, par exemple,
exemple, sur le concert rap qu'on a fait à Orléans le 10 juin, sur 500 places, on avait 5 tickets qui étaient vraiment particuliers, qui nous permettaient d'aller en backstage, de rencontrer les artistes de la soirée, d'avoir un moment un peu privilégié avec eux. On avait 45 tickets qui donnaient accès à une pièce de merch un peu exclusive, à l'effigie des artistes, tout ça, et puis après des tickets un peu plus classiques, mais qui avaient quand même un petit avantage digital, une playlist concoctée par Mehdi Maizi qui organisait la soirée. Et donc en fait, c'est là où ça va devenir très intéressant, en fait, c'est qu'on va venir événementialiser la vente en elle-même. Donc parfois on l'appelle l'eventception. C'est un événement dans l'événement où en fait tous les détenteurs des tickets vont l'acheter au même prix, et puis quelques jours avant l'événement, ils vont faire le fameux reveal pour découvrir le niveau de rareté de leurs billets. Et puis parfois il y a des très belles expériences à la clé à vivre avec ces billets. Alors ça, c'est intéressant d'expliquer, parce que le reveal, nous on connaît bien, quand on est dans les collectibles en NFT, on sait ce que c'est qu'un reveal. Expliquons aux gens rapidement, le reveal, c'est vous achetez un NFT mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Exactement. Mais vous en avez conscience, enfin vous le savez, vous êtes prévenu, c'est même ça qui vous excite. Il y a le côté gamification, qu'on pourrait aborder maintenant d'ailleurs, où on dit aux gens achetez-le et vous verrez, il y aura une surprise. Et en fonction, donc ça s'appelle un niveau de rareté. Mais qui me le vend? Ah bah, l'organisateur d'événement dit vous achetez un ticket de concert, mais il y a en plus un bonus. C'est on top. Il y a exactement, on top, cerise sur le gâteau. Mais cette cerise sur le gâteau, elle sera que pour 5 tickets sur 500 par exemple. Mais vous le saurez qu'à la fin, ça s'appelle un reveal. On vous révèle la rareté de votre NFT à la fin, dans 15 jours ou un peu avant l'événement. Donc ça, on peut s'éclater en termes de marketing, c'est juste dingue, quoi. Bah oui, complètement. Alors sur Coachella par exemple, les tickets les plus rares, c'était un lifetime pass, donc qui permet d'aller à Coachella tous les jours. Ouais. De manière un peu plus moins démesurée, plus modeste pour un petit organisateur, ça pourrait être alors 10% des tickets qui donnent accès à 20% de réduction pour tous les prochains événements. Ça peut être l'accès à une early bird privée pour avoir sa place, garantir sa place. Exactement, les accès backstage aussi qui fonctionnent bien. Et chez nous, ça s'appelle Billy Wonka, donc la référence à Charlie et la chocolaterie, avec Wonka, exactement, avec le fameux ticket d'or. Le ticket d'or gagnant dans la plaquette de chocolat pour visiter la fabrique. Ouais, gamification. Gamification, ouais. Ça, c'est complètement gamifié. Ça exactement, c'est une première brique de gamification. Ensuite, nous, on veut permettre aussi à l'organisateur de venir interagir avec son public pendant l'événement. Donc ça pourra passer par des notifications push qui permettent de récupérer sur place d'autres avantages. Ça peut être une boisson au bar, ça peut être plein de choses, mais on cherche à développer ce côté un peu plus fun, toujours agrégé autour du billet, qui est un peu notre clé d'entrée dans un événement et qui est logiquement le vecteur de toutes les expériences qui vont en découler. Non, mais tu me fais penser à un truc. En fait, ça pourrait même agir sur l'expérience utilisateur. Parce que l'horreur, quand tu veux une bière après un concert et que tu dois faire 3 heures la file pour aller chercher ton ticket, et puis 3 heures la file pour aller chercher ta bière avec ton ticket, en fait, là, tu pourrais tout à fait dire, associé à ton billet, tu as 2 bières d'office, quoi. Ouais, exactement. Et puis tu viens les récupérer en montrant ton QR. On sent le vécu, moi aussi. Tu sais, tu fais la queue pour acheter les jetons, et ensuite, après, une fois que tu as tes jetons, tu fais la queue pour donner tes jetons pour avoir une bière. Donc. Et pire, je vais pas dire de nom, mais on est invité à une soirée, juste la soirée du siècle, organisée par un grand métaverse. Gros métaverse, truc de dingue. La soirée est dingue. Et tu dois faire la file pour avoir une bière. Une fois la file pour aller chercher ton ticket, une fois la file pour aller chercher ta bière. Et là, tu te dis, attends, tu me vends du métaverse et tu me donnes du ticket? Non. Et donc, ça décrédibilise le truc, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis après, là, j'ai l'impression qu'on parle un peu du cashless. Donc, c'est ce système où, en fait, on a une puce NFC intégrée dans le bracelet du festival, par exemple. Ouais, intéressant. Alors ça s'est beaucoup développé. D'ailleurs, c'est les billetteries qui proposent ces services, souvent. Ouais. Ça s'est beaucoup développé parce que, remettons-nous un peu avant le Covid, avant la démocratisation du sans-contact, en fait, c'était peut-être parfois plus simple de venir recharger une fois un ticket un bracelet pour ensuite payer en sans contact toutes ces consommations. Aujourd'hui, en fait, moi je l'ai expérimenté il y a pas longtemps. J'ai fait 2 festivals cet été, les 2 fonctionnaient comme ça. En fait, on a l'impression qu'on s'est rajouté une étape, quoi. Parce que là, on va à une borne pour recharger un bracelet en sans contact avec sa carte de crédit pour ensuite payer en sans contact au bar, alors qu'on pourrait directement payer en sans contact. Ouais. Et je vais te dire qu'il y a une société belge que vous devez absolument rencontrer qui s'appelle Selfbar. D'accord. Et donc le principe, c'est que ils font. Alors rappelle-moi, parce qu'on les voit mercredi, donc j'ai écouté d'une oreille ce qu'il m'a dit. Donc l'idée, c'est tu consommes, donc tu peux payer en fiat ou en crypto, tu consommes
Si tu as envie d'un demi-verre de bière ou d'un grand verre de bière, tu consommes à la goutte en fait. Au centilitre. Et donc c'est sécurisé par la blockchain puisqu'en fait, alors tu te souviens, on l'a eu au téléphone. Oui, au centilitre, tu payes au centilitre, voilà. Donc au lieu, t'es pas obligé de prendre une pinte de bière toujours à chaque fois. Donc. Et alors j'ai oublié, en fait, il faudrait vraiment. Et en fait, il y a une gestion derrière en back-end qui est à la seconde, quoi. Enfin, ça fournit le fût de bière à la seconde. Et donc on pourrait imaginer, en fait, avec votre NFT, d'avoir ça sur un événement et d'être connecté où tu scannes ton NFT sur le self-bar et tu as ta bière automatiquement. En fait. Mais il faut absolument qu'on se rencontre. Ah je vais vous connecter. Rappelons que le NFC veut dire Near Field Communication. Et en fait, ce sont des puces qu'on a tous dans la carte bleue, la carte de crédit. Et quand on la passe chez le boulanger, en fait, c'est une puce NFC des deux côtés qui reconnaît le signal, en fait. Exactement. Et puis, alors, le NFC, en fait, on s'en parle beaucoup pour le cashless, mais à terme, en fait, il faut se dire que le QR code sera caduque, en fait. Et on viendra simplement approcher son téléphone d'un autre appareil et il n'y aura même plus de QR code à scanner, en fait. On pourra faire la gestion d'entrée directement en NFC. Bon, ça nécessite que absolument tous les participants de l'événement aient un portable compatible, donc on n'y est pas encore tout à fait, mais on va forcément y venir dans quelques années. Non mais vraiment, on va avoir une expérience utilisateur de dingue sur les Mais festivals. Tu veux dire, sur les smartphones, pourtant moi je pensais que Android c'est 80% du marché, iPhone c'est 20%, mais je pense que tout le monde a un smartphone avec soit Android, soit après iPhone. En fait, si tu vas sur des concerts, oui. Ouais, et puis en fait le problème qui peut se poser, c'est toujours de batterie, de choses comme ça, de manque de réseau en fait. On va dire que le QR code a quand même cet avantage qu'il peut être imprimé et même en cas de baisse de réseau, ce genre de choses, on peut quand même faire rentrer les gens. Si on est full NFC, il va falloir anticiper un peu tout ça, quoi. Mais on va y venir dans quelques années, oui. On va encore supprimer un point de friction à l'entrée. Exact. J'avais pas pensé, c'est vrai qu'on peut être en panne de téléphone ou quoi. Et gamification, on a abordé tout le sujet. Le gros de la gamification, ça va être de venir un peu animer cette vente au début, donc en proposant plusieurs niveaux de rareté, en attendant avec hâte la date du reveal pour découvrir un peu son billet. Il y a d'autres features en préparation, je peux pas tout à fait en parler pour le moment, mais c'est pas grave, on reviendra dans 6 mois. On reviendra avec grand plaisir. Non, en tout cas, chouette, on a appris plein de trucs. Ouais, c'est intéressant sur la marketplace. Après, est-ce que les statistiques que vous avez là pour l'instant, c'est que les gens, parce que votre marketplace, elle est elle est favorisée par vos clients, c'est-à-dire qu'ils sont heureux d'utiliser votre marketplace parce que vous allez devenir un peu l'épicentre, disons si ça se développe bien, de l'épicentre de la musique en Europe, des festivals de musique. L'ambition de Billy à terme, ce serait de réunir le plus bel agenda culturel C'est ça. Donc vous deviendrez une marque, c'est ça que je veux dire, de culture en fait. Ouais, exactement. En fait, l'idée, ça va être aussi d'être un peu curateur à terme pour réunir de jolis événements. On n'y est pas encore, mais en tout cas, on va mettre à disposition tous les outils pour le devenir. C'était passionnant. Ok. C'est passionnant. On arrive à la fin de cet épisode. On mettra évidemment ton contact LinkedIn, le lien du site sur la description du podcast et on vous taguera sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas. Merci à vous. Voilà. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Alors moi je voudrais juste expliquer aux auditeurs parce que en fait on s'est rendu compte, grâce à vous les auditeurs, vous nous avez envoyé des messages plusieurs fois en nous disant mais en fait vous faites des podcasts mais est-ce que vous faites autre chose? Et on s'est rendu compte qu'en fait on n'avait jamais expliqué ce qu'on faisait en dehors des podcasts. Oui bien sûr c'est notre business le podcast mais on fait pas que ça de notre vie. Donc je vais faire une réponse collective. En fait oui nous avons une activité professionnelle et en fait nous accompagnons les différentes industries donc les entreprises dans leur compréhension blockchain. Donc on donne des formations mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait le lien de compréhension avec, ok, la blockchain c'est une chose, c'est de la technologie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, comment on développe son business et comment ça peut impacter les gens, les business, les gens, les métiers. Donc oui, voilà, ça c'est ce qu'on fait. Et on fait pas que blockchain, on fait blockchain, NFT et surtout on fait finance. Enfin ça c'est Benjamin qui fait ça, en français, en anglais. Finance décentralisée. Et donc que ça soit du premier pas ou un peu plus poussé, donc pour gagner en autonomie financière. Voilà, donc comme ça j'ai fait une réponse collective. Pour une fois, j'avais pas fait la pub des autres, j'ai fait ma pub. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre site nftbusiness.tech pour la
newsletter et évidemment de nous mettre des étoiles et de vous abonner à notre podcast et surtout de le partager avec vos amis avec un petit commentaire positif sur WhatsApp. C'est super, ça nous fait rayonner et on en a bien besoin. On vous embrasse.